Merci, nous nous sommes aussi, je pense, l'un et l'autre ravis de pouvoir témoigner sur ce problème si important, si crucial. Et alors, ce n'est pas une matérialisation de la schizophrénie. Hein. On n'est pas là les deux parties d'une même personne. Hein. Oui. Je tiens tout de suite à le dire. C'est pas l'hologramme non plus. Enfin bon. Donc, mais il faudra qu'on revienne hein, pour être sérieux. C'est que quand même, on est très heureux d'ailleurs d'intervenir. C'était peut-être pas tout à fait prévu comme ça au début, après Marie-Odile Krebs, parce que ça pose vraiment le problème. De quoi parle-t-on avec les maladies mentales, quoi ? Je crois qu'il faut quand même qu'on se pose maintenant la question. Qu'est-ce que c'est que la maladie mentale ? Bon. Alors justement, pour moi, un élément crucial, révélateur, ça a été la rencontre avec Polo, qui peut d'ailleurs nous dire dans quelles circonstances. Moi, je ne l'ai jamais soigné, simplement je connaissais un de ses frères, et voilà, c'est lui qui m'a contacté, mais il y avait déjà une longue évolution, donc je vous laisse... Moi, j'ai rencontré Philippe Jamet à un moment charnière pour moi où je sortais de 6 ans. Vous entendez là ? Où je sortais de 6 ans de ce qu'on m'avait présenté comme une dépression, avec ensuite une année de rémission et tout d'un coup une rechute importante, mais une rechute qui ressemblait à une maladie tout autre, puisque là, il y avait plutôt des symptômes de manie, d'accès maniaque. Et donc c'est là où j'ai rencontré Philippe Jamet, qui le premier, alors que j'avais 27 ans, a posé pour moi un diagnostic de schizophrénie. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et en fait, il faut nous dire un petit peu le parcours depuis un long chemin. Oui, très long. J'ai commencé à avoir mes premiers troubles à l'âge de 18 ans, où j'étais dans un foyer. Et moi, je ne m'étais pas du tout rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer. C'est un de mes cousins qui avait le recul que moi je n'avais pas et qui a alerté mes parents. Alors en gros, ce qui se passait à l'époque, c'est que j'avais de profondes insomnies, j'avais un raisonnement en boucle dans ma tête. J'entendais déjà à ce moment-là des voix, mais lorsque le psychiatre que j'ai rencontré quelques semaines après m'a demandé si j'en entendais, comme il n'avait pas spécifié, il n'avait pas expliqué ce qu'on appelle exactement les voix. Il faut savoir qu'il y a deux types de voix. Les voix qu'on entend vraiment dans l'oreille, comme une personne qui est avec vous dans la pièce, et puis ce qu'on appellerait plutôt des pensées qui traînent dans la conscience et dont on ne se sent pas à l'origine. Et comme il se trouve que moi j'étais en parfait accord avec tout ce que disaient ces voix, lorsque le premier psychiatre m'a demandé si j'entendais des voix, je lui ai dit non. Donc j'ai rencontré un psychiatre à la demande de mes parents. C'est la chance que j'ai eue, c'est d'avoir des parents qui, même s'ils n'étaient pas forcément amis comme ça avec les psychiatres, ont su, eux-mêmes étant médecins, que voilà, là il y avait quelque chose d'urgent à soigner. Je me souviens avoir dit à mon père, mais en gros vous pensez que je suis fou ? Et lui m'a dit, écoute, quand on a mal à la cheville, on va voir quelqu'un dont c'est le métier de réparer les chevilles, puis quand c'est la tête, on va voir un spécialiste. Et voilà, donc j'ai vu un médecin psychiatre, j'étais pas très emballé par la chose, et alors là, je vais aborder du coup un point qui me semble important, celui de la pédagogie. La nécessaire pédagogie des psychiatres vis-à-vis des malades. Le psychiatre que j'ai vu m'a diagnostiqué à ce moment-là un trouble borderline, mais moi, il ne m'en a rien dit. Il l'a dit à mes parents. Moi, il m'a juste dit « vous nous faites une belle dépression ». La conséquence de cela, c'est que, et j'en reviens au moment où j'ai rencontré Philippe Jamet, j'ai rencontré Philippe Jamet à la suite d'une rechute qui a survenu parce que j'avais arrêté mon traitement. Et pourquoi avais-je arrêté mon traitement ? Parce que comme on m'avait dit que j'avais une dépression et que moi je voyais que les symptômes dépressifs avaient disparu, j'ai pensé que le traitement n'était plus nécessaire. Alors qu'en fait, j'avais déjà vraisemblablement quelque chose qui s'apparentait à la schizophrénie, maladie chronique, et du coup, j'ai rechuté. Voilà. Et cette rechute-là, vous allez dire quelques mots de son caractère. La rechute, c'est là où en fait j'ai vraiment vécu les premiers symptômes de ce qui s'appelle. Je ne suis pas psychiatre, donc je suis obligé de dire ce que j'ai. Je suis obligé de dire ce que je vivais à l'époque.
de manière non réfléchie. Pour moi, c'est comme s'il y avait eu deux maladies qui se succédaient. Une première qui était une dépression très intense, où il y avait des voix, mais je n'en avais pas conscience, puisque ces voix-là étaient... Enfin, c'était des voix qui m'insultaient, mais comme j'étais tout à fait d'accord avec elles, ça ne me gênait pas. Lors de la rechute, j'ai commencé à avoir de nouvelles voix qui, elles, insultaient les autres, et là, ça me posait problème. Il y a eu un épisode maniaque très fort, et qui avait cela de particulier que j'étais conscient d'être en train de délirer sans avoir la moindre capacité à empêcher le délire et ses manifestations. Je ne pouvais pas empêcher la violence verbale que j'avais vis-à-vis de mes parents. Il y avait là vraiment cette sensation intense de division de la personnalité avec moi, et puis tout d'un coup, presque matérialiser l'ennemi intérieur. Et donc, c'est ainsi que... Je veux dire peut-être juste à propos justement du diagnostic d'état limite, enfin, comment vous l'avez vécu. Ah, vous voulez dire sur la nature même de ce délire. En fait, peut-être parce que je suis poète, je cherche toujours les métaphores. Quand j'avais vécu ce fort délire, j'avais imaginé une ligne qui traversait la pièce où je me situais, et mes menaces vis-à-vis de ma famille, c'était de leur dire: si vous traversez cette ligne, je vous tue. Bon, quand même. Oui. Je pense que hein? Oui. Alors là, bizarrement, ils ont obéi à mes alarmes. Et ça, c'est une chose qui m'a moi-même fait peur longtemps, même si je pense à présent qu'au fond, j'étais complètement incapable de violence. Je ne pense pas que la schizophrénie rende violent. Il y a des gens qui sont violents sans la schizophrénie. Et la schizophrénie, pour moi, tel que je le vis, ne change pas le caractère. Il amplifie certaines choses du caractère. Mais si vous êtes fondamentalement non violent... Il y a eu cet épisode aussi où vous attendiez d'être hospitalisé, là vous étiez en attente depuis longtemps, et où il y avait comme ça ces deux secrétaires ou infirmières. Oui, il y a un autre moment. Alors, ça va être encore une violence intérieure dont je vais parler, mais bon, peut-être ma physionomie fait peur naturellement, je n'ai pas besoin de beaucoup d'insultes ou de... Mais voilà, donc ça c'était quelques années plus tard, alors que j'étais suivi par le médecin que vous m'aviez conseillé, enfin que vous m'aviez aidé à trouver. Alors ce médecin, voilà, Sainte-Anne, ce médecin était en congé maternité. J'ai eu une remplaçante. Je vais faire court pour situer juste la situation. En gros, il fallait me changer de traitement. On m'avait donné un traitement de substitution qui ne s'était pas bien implanté. J'avais plus l'effet du neuroleptique précédent. Donc du coup, j'étais excessivement mal. J'avais vécu peu de temps avant une de ces douleurs. Le changement de neuroleptique, sans voir les durées de vie. Enfin bon. J'avais vécu peu de temps avant une de ces douleurs abyssales dont je parle dans le livre en disant c'est vraiment, bon, c'est très difficile d'expliquer à des gens qui n'ont pas vécu ces douleurs de ce que c'est vraiment, comme en plus ce ne sont pas des douleurs du corps, c'est presque abstrait, mais pour moi c'est comme c'est comme une torture, quoi. Se faire triturer le cerveau par un sadique invisible. J'étais donc dans un état dramatique. Et je suis venu voir mon psychiatre en lui demandant une hospitalisation. Donc là, c'était au SHU. Et mon médecin m'a dit « Ah, mais non, votre maladie n'est pas suffisamment intéressante pour qu'on vous reçoive. Vous savez, il y a quand même de grosses listes d'attente et tout. » Et donc, effectivement, je ne l'ai pas très bien pris. Alors, en fait, je crois qu'on parle de... Parce qu'il y a eu deux épisodes. Voilà, il y a eu deux épisodes. Il y a eu celui-là. Donc celui-là, j'ai clashé avec le médecin en quittant
la salle très en colère, et c'est une infirmière qui m'a rattrapé et qui a fait le travail de psychologie que n'était pas capable de produire mon psychiatre. C'est aussi une histoire de rencontre avec une personne. Il y a des personnes qui sont... On n'est pas doué pour tout, hein, c'est comme ça. Voilà. On a beau être psychiatre, c'est déjà beaucoup, mais enfin... Et puis la deuxième fois, c'était à peu près dans les mêmes circonstances, où là, par contre, j'ai été admis, et j'étais admis... les quelques fois où j'ai été hospitalisé, ça a été toujours à ma demande, parce que la douleur que je subissais est tellement intense que c'en était vraiment complètement insoutenable. Donc à chaque fois, c'est moi qui en ai fait la demande, et là, je venais, pareil, donc souffrant depuis beaucoup de temps, complètement bouleversé intérieurement, et la personne, l'infirmière qui a fait mon entrée, donc j'ai été gentil avec l'infirmière précédente, là je vais être méchant avec celle-là, elle... en tout cas, non pas méchant, mais juste. Ouais. Elle, pendant qu'elle enregistrait mon entrée à l'intérieur du service, s'est mise à parler chiffon avec une autre infirmière, et je dois dire que ça m'a indigné, puis ça m'a rendu violent, en tout cas en désir. Et lorsque j'ai vu le médecin psychiatre qui s'occupait de l'unité, qui je crois était une jeune interne, je lui ai dit est-ce que je voulais faire mon intéressant ou pour qu'on s'occupe de moi enfin. Je lui ai raconté cette pulsion meurtrière qui m'était venue en voyant cette infirmière qui semblait pas très concernée par mes problèmes. Et donc là, le médecin psychiatre m'a dit « Quoi ? Mais c'est une honte ! Mais enfin, mais vous vous rendez compte que souhaiter la mort d'un infirmier, mais vous porteriez ça toute votre vie. » Et en fait... faux, mais bon. Oui, c'est pas faux. C'est peut-être pas très opportun. Mais elle m'a embêté avec ça toute la semaine, quand même. Hein. Donc, voilà. Oui. Mais justement, il y avait eu cette scène où, du coup, vous étiez en attente et finalement, vous avez commencé à apostropher les infirmières, on a appelé le médecin de garde. Ça, c'était sur la précédente. Mais il y a eu tout des tas d'épisodes. Oui. C'est-à-dire d'incompréhension. Il y a quelque chose là et quand tout d'un coup... c'est là où la relation avec le psychiatre, c'est quelque chose de précieux. Et c'est pour ça que ce qui est, à mon avis, le plus fondamental dans la prise en charge, c'est la pédagogie. C'est-à-dire que les médecins disent à leurs patients ce qu'ils ont, vraiment, mais en accompagnant ça d'une explication, faire comprendre... moi, on m'a dit souvent, non, on ne peut pas vous dire de quoi vous êtes malade parce que ça vous enfermerait dans une boîte, etc. Aidez-moi à ne pas me sentir dans une boîte en m'expliquant les choses. Moi, finalement, j'ai commencé vraiment à aller mieux. J'ai rencontré un médecin qui m'a dit, voilà, vous avez tel type de maladie, en l'occurrence, c'était un trouble schizo-affectif, en m'expliquant les difficultés, mais aussi les forces. Et par exemple, les forces que j'avais, dont on s'est rendu compte très vite, c'est que j'avais naturellement une forme de lucidité. C'est elle d'ailleurs qui m'a permis d'écrire le bouquin. Mais comment voulez-vous vous battre contre une maladie si on ne vous dit pas de quelle maladie vous souffrez ? Voilà. Seulement pour pouvoir le dire, il faudrait savoir. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette maladie mentale ? Et je pense qu'on voit les progrès considérables qu'on a fait depuis quelques années et en même temps la difficulté de nommer. Y revenir. Et donc, on s'est vu, effectivement, là, je vais essayer de vous dire aussi comment je comprenais la schizophrénie, avec aussi mes moyens, où j'avais essayé, je pense, de vous dire que je la voyais un peu comme une sorte de court-circuit, où les émotions, au lieu d'être filtrées par le lobe frontal, vont filer dans des endroits où elles ne devraient pas aller, et donc vont vous faire vivre des situations de menaces qui ne sont pas si folles que ça, parce que vous sentez mal, ce que vous sentez, ce n'est pas faux, c'est vrai, vous le vivez, mais qui est déformé parce que, justement, il n'y a pas ce filtre. Bon. Et que ça, derrière tout ça, il y a effectivement, comme derrière ces troubles de l'humeur, il y a une potentialité, une vitalité, une énergie. Et alors c'est là que c'est branché aussi l'écriture. C'est-à-dire que, voilà, vous avez très rapidement pu écrire ce livre, que évidemment je pense que très exceptionnel. Il y a peu de livres au monde, quand même de patients. Il y avait eu le Schizo et les langues dans les années 70. Mais... je pense que c'est quand même autre chose. Il y avait aussi le malade de Madame Sèche-Haie, mais pas tellement qui peuvent écrire ça. Donc j'ai trouvé que c'était assez extraordinaire quand il a présenté ce
document, Dialogue avec moi-même, un schizophrène témoigne, où il avait eu l'idée, entendant parler de schizophrénie, je suis divisé, de dire, eh bien, c'est moi-même qui interviewe moi. Alors il a fait un livre d'interview par lui-même. Ce en quoi il me semblait retrouver ce qui fait effectivement le psychique par essence, c'est-à-dire la capacité de réflexive. Le psychique, c'est pas la conscience, c'est la conscience d'être conscient de soi, c'est cette capacité de jeu. Et juste si je peux, parce que ça resitue par rapport à la journée, dans le livre, j'ai pas voulu parler que de la maladie, mais aussi des signes précurseurs, comment je revoyais mon enfance et mon adolescence, et ce qui dedans pouvait peut-être à l'époque alarmer. Voilà, tout à fait. Et on voit qu'il n'y avait rien de rose depuis cette enfance, c'est-à-dire beaucoup d'angoisse déjà qui existait, beaucoup de stress, un harcèlement terrible au niveau de l'école. Enfin, bon, et tout ça, où vous étiez en effet une famille assez nombreuse, le dernier enfant. Je dirais une famille où il y a indubitablement beaucoup de surdoués, que des garçons. Enfin, c'est pas pour ça que je suis surdoué. Surtout. Mais donc des garçons. Mais je pense que là, il y a quelque chose qui n'est pas non plus possiblement étranger à une certaine vulnérabilité à un moment de déborder, parce que là, vous êtes aussi très doué sur un certain nombre de points, et vous avez pu écrire ça très rapidement, ce dialogue avec vous-même, dont le contenu est d'abord d'une qualité d'écriture, et puis d'une vérité, je crois, assez extraordinaire. Donc, et je pense que dans cela, Schizophrène témoigne, c'est qu'en pouvant s'interviewer lui-même, on voit bien qu'il retrouve en effet la capacité réflexive, c'est-à-dire la capacité de symboliser, qu'elle n'est pas structurellement absente de la psychose et qu'on ne peut pas comme ça enfermer quelqu'un dans son trouble qui le définirait entièrement. Bon, c'est une réponse au fond à un certain nombre de situations, réponse pathogène, mais sur un fond. Bon. Et donc ça a été fait très, très rapidement, et vous m'aviez dit, si je suis publié, j'arrête de fumer. Donc vous fumiez... 2 paquets par jour. Voilà. Alors le jour où, en effet, Judith-Odile Jacob publiait, c'est-à-dire après à peu près 3 ans maintenant, on va fêter les 3 ans. Non, elle m'a dit ça en 2012, le bouquin est sorti en 2013. Oui. Donc, mais dès qu'elle a eu accepté... Eh bien, je me suis dit, effectivement, je vais arrêter. Cela dit, je me suis dit, j'attends quand même de signer. Pas fou, hein. Et puis, en fait, l'idée, c'est que je pense que ça faisait 2-3 ans que je m'étais persuadé intimement que le jour où je trouverais un éditeur, j'arrêterais de fumer. Je me l'étais même écrit en fond d'écran quand j'avais senti que c'était peut-être pour dans plus trop longtemps. Et du coup, ce travail en amont a permis que le sevrage se fasse très facilement. Je dois dire, en fait, c'est parce qu'il s'est fait facilement que j'ai tenu. Et j'ai su que c'était bon parce que ma dernière cigarette, alors que j'avais tenté plusieurs fois avant de me sevrer, la dernière cigarette, je ne l'ai pas fumée en entier. Ouais. Ah ouais, la question de la motivation. Là. Enfin, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup... Voilà. Alors qu'on voit la difficulté qu'on a à essayer d'arrêter et là, bon... se rendre compte, en fait, que la motivation, on n'y peut pas forcément grand-chose. Il y a quand même certainement un fonctionnement chimique derrière la volonté, et ce dont je m'étais rendu compte dans mes premières années de maladie, c'était je voyais en moi cette anesthésie de ma volonté, incapable par exemple de jeter un détritus à la poubelle. Je voulais vouloir, mais je ne pouvais pas vouloir. Là, je crois qu'on est quand même au cœur du problème du mental. Vous vouliez vouloir et vous n'arriviez pas. Et alors là, il y a cet épisode aussi, parce qu'on a déjà fait pas mal d'interventions. On a été invité régulièrement au congrès des internes en psychiatrie, où on a eu pas mal d'occasions. Et je pense, vous avez été invité vous-même dans l'enseignement à Amiens pour participer à l'enseignement. Et je pense qu'en effet, c'est important. On a été à Versailles aussi il y a 2 mois, là, invité par l'équipe de psychiatrie, pour partager. Et il me semble que c'est tout à fait essentiel de pouvoir le faire. Et donc là, il y a quelque chose qui... Oui, je voulais vous parler de ce qui est ce qui arrive de manière improvisée, ce qui vous tombe dessus. C'est difficile pour vous d'accepter. Et je pense à cette histoire de lunettes, quand on devait aller comme ça une semaine de la psychiatrie dans la banlieue parisienne, et vous m'avez dit, quand vous êtes passé à la maison, la prendre pour qu'on parte ensemble, j'ai failli ne pas venir. Oui, parce que, ce qui fait aussi, mis à part les côtés délirants,
qui impressionne le public, qui participe de la mauvaise image de la maladie. Il y a aussi quand même profondément une angoisse permanente, excessivement puissante, une incapacité, une grande difficulté à agir en société. Et donc là, moi, la difficulté que j'avais, c'était donc mes lunettes s'étaient un peu cassées avant j'avais un patin qui était parti. Voilà. Et toute la nuit, je me suis dit, mais comment je vais faire? Parce que je ne connais pas d'opticien là où j'habite. Et c'est impossible pour moi d'aller chez un opticien que je ne connais pas. J'en connais un chez mes parents, mais c'était à 350 km, ça allait être un peu compliqué. Et puis bon, en fait, là, l'intervention a été programmée depuis longtemps. Au fond, je n'avais pas le choix. Donc c'est plus facile quand on n'a pas le choix. Et c'est pourquoi j'y suis allé. Quelquefois, oui, il faut pouvoir imposer des choses par rapport aux contraintes émotionnelles de peur qu'il y a derrière. Enfin, bon. J'y suis allé, la peur au ventre, et je suis tombé sur un opticien tout à fait charmant qui m'a proposé de me changer les 2 patins, de ne pas payer, et qui m'a dit au revoir avec un grand sourire. Et quand je suis sorti de chez l'opticien, je marchais 30 cm au-dessus du sol. C'était, je vous ai dit à ce moment, on se voyait l'après-midi ou le lendemain, je vous ai dit, c'était le plus beau jour de ma vie. J'ai eu 3 heures d'un bonheur que vous ne pouvez pas imaginer, je vous rappelle ces paroles. Et alors, oui, c'est intense, c'est pas si fou que ça. Bon, c'est quelque chose d'une intensité dont pour moi, et ce que je vous ai dit, il faut la relier à ce qui se passait la veille, c'est-à-dire vous êtes tétanisé à la perte du patin, alors que vos lunettes, vous n'en avez pas besoin en dehors d'écrire, là vous pouvez vous en passer très bien. Bon, donc, mais l'imprévu, et vous m'avez dit, il y a une chose que je ne tolère, que c'est l'imprévu. C'est-à-dire là, le sentiment de panique, et qu'est-ce qu'on retrouve, il me semble, le petit enfant perdu qui est derrière, qui une fois de plus n'est pas compris, qui se sent abandonné, et alors avec une intensité émotionnelle particulière, que je dirais pathogène, parce qu'elle vous sidère. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler d'ailleurs de catatonie émotionnelle, comme il y a la catatonie motrice? C'est-à-dire ces moments de sidération d'un certain nombre de situations imprévues, qui paralysent complètement la possibilité de vouloir, de se bouger. Et la dépendance à l'autre. Voilà. Et du coup, la dépendance à la réponse de l'autre. Alors, pour terminer, bon, je vais reprendre un petit peu. Il me semble, vous voyez, que quand même, et c'était très bien posé, après, on est très, très content d'être passé après Marie-Odile, parce que ça posait très, 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 très bien les choses, c'est qu'entend-on quand même par maladie mentale? Bon, c'est encore moins clair en France que pour les anglo-saxons. Brain et mind, il y a 2 mots aux anglo-saxons. Et il y a les brain disorders et mind. Bon, nous, on n'a qu'un mot. C'est-à-dire mental, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on est touché là à ce qui fait la spécificité de l'homme, la capacité réflexive. Au point d'ailleurs qu'on a pu penser qu'il n'avait pas accès à l'ordre symbolique, point, etc., que c'était définitif. C'est-à-dire que vous voyez le poids de ce diagnostic. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas penser, et le mot a été employé par Marie-Odile, c'est une maladie du cerveau. Parce que sans cerveau, on ne fonctionne pas. C'est le cerveau qui est atteint. Ce n'est pas les pensées, et ça va évidemment retentir sur la capacité réflexive. Mais ce n'est pas elle-même, ce n'est pas ce qui fait l'homme qui est touché, ce qui fait l'être humain. Donc, pourquoi dire mental avec toujours cette idée que si c'est mental, s'ils le voulaient bien quand même, bon, s'ils n'étaient pas un peu particuliers, ils pourraient le faire, si. Et le côté péjoratif, c'est que quand même, c'est une faiblesse. Ils sont touchés au cœur de ce qui fait l'humanité. Et alors, les maladies mentales, mais moi je pense qu'il faut qu'on trouve un moyen pour parler que c'est des pathologies des émotions, c'est-à-dire de ce qui nous réunit au monde animal, qui fait que nous sommes des êtres vivants, que l'ordinateur n'est pas encore arrivé à ordonner, et que ce n'est pas un problème de concept, ce n'est pas au niveau de la conceptualisation, ce n'est pas les idées qui rendent fou. D'ailleurs, on peut avoir les idées les plus folles, si on n'y croit pas, ça ne fait ni chaud ni froid. Si on commence à y croire, et la croyance, ben c'est une émotion. On voit bien qu'il y a deux voies quand on se sent impuissant comme cela et dans une situation de menace avec un stress émotionnel violent, 2 voies pour redevenir acteur de sa vie. On est programmé comme tous les êtres biologiques pour être acteur devant la menace. Eh bien, c'est l'acte ou c'est la croyance. Et la croyance a valeur d'acte. Et on le voit bien avec le terrorisme et autres, qui n'a rien de nouveau d'ailleurs, le terrorisme. Bon, enfin,
Bon, le problème, c'est que ça se voit de manière caricaturale chez ceux qui, en effet, ont ces dérégulations flagrantes des émotions, dont on voit qu'elles sont précédées par des choses beaucoup plus subtiles et que pour un certain nombre, c'est une vulnérabilité qui va s'aggraver. Bon, mais tout ça, ce sont des vulnérabilités émotionnelles qui, en fonction du contexte et de l'environnement, et la vie, c'est la rencontre d'un génome et d'un environnement, et il y a les deux côtés, bon, et qu'en fonction de cette rencontre, ça peut basculer, mais cette bascule, ce n'est pas une question d'idée, de mental, c'est quelque chose, en effet, de très biologique, et que là encore, il n'y a pas d'opposition, il faut qu'on en sorte, entre, attendez, c'est biologique ou c'est psychologique. Il n'y a pas de psychologie s'il n'y a pas du biologique. Enfin, sans cerveau, il n'y a pas de psychologie. Mais qu'est-ce qui fait bouger le cerveau et toute la chimie qui est derrière? C'est le lien. Et c'est ça qu'on appelle le psychologique. C'est la qualité du lien. Est-ce que ce lien est un facteur de peur ou est-ce que ce lien est un facteur de réassurance? Et toute mon expérience psychiatrique, et j'ai la chance d'avoir maintenant 50 ans de recul, 40 ans de carrière, et j'ai eu des contacts avec des patients, y compris 10 psychotiques que j'ai soignés dans les années 60, fin des années 60, 70. Je n'en ai jamais soigné plus de 10 ans, mais j'en connais plusieurs centaines, et j'en revois à l'occasion comme ça de manifestations qui viennent dire « Ah, mais j'étais dans le service, c'était l'année », on voit ce qu'ils deviennent. C'est-à-dire c'est une leçon de philosophie de la vie. On voit qu'en effet, les mêmes, avec une capacité créatrice, peuvent tout à coup retrouver une capacité, peuvent être dans une capacité destructrice qui peut redevenir créatrice. Et que ça va dépendre de quoi? Des rencontres, et notamment des rencontres avec les psychotropes, qui sont des outils de liberté, avant tout, qui, comme tout outil, peuvent être mal utilisés. Il faut apprendre à les utiliser, c'est plus délicat qu'on le croit, c'est vrai, mais c'est des outils de liberté, c'est-à-dire d'être moins sous une contrainte qui, dès qu'elle est forte, elle devient destructrice. Et là, je me demande, je lance un petit peu un appel à l'UNAFAM, franchement, arrêtons d'entendre ce qu'on entend actuellement tous les jours à la télé. Il est schizophrène. C'est-à-dire quelqu'un dit une chose, en fait une autre, il est schizophrène. Mais enfin, c'est insupportable d'entendre ça tout le temps, parce que qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas, oh, regardez quelle chance, hein, il est schizophrène, ça c'est un type. Non, ça veut dire, c'est un type qui est complètement à côté de la plaque, il dit une chose, il a fait une autre, ça n'a rien à voir avec la schizophrénie, mais strictement rien à voir. Sauf que ce terme est employé. Et là, il faudrait qu'il y ait un cri d'alarme pour dire arrêtez d'utiliser ce terme. Mais pourquoi on l'utilise? Parce qu'on ne sait pas bien ce que c'est que la schizophrénie. Alors est-ce que là, il n'y aurait pas, et je me tourne vers mes jeunes collègues, moi j'ai passé l'âge, hein, mais en fonction de mon expérience, est-ce qu'il n'y aurait pas là une importance à se mobiliser pour dire qu'est-ce qu'on entend par maladie mentale? C'est avant tout des maladies du cerveau qui touchent la capacité de gérer les émotions qui est essentielle, et le lien, plus ces sujets sont vulnérables, plus le lien, et c'est ça ce qu'on appellerait la psychothérapie, plus la qualité du lien va jouer, parce que leur vulnérabilité les rend hyper réactifs au stress. C'est pas si compliqué que ça. Alors, là aussi, je suis pour des témoignages, je n'ai pas fait de diapositive parce que j'aime pas ça, mais je voulais en parler plus directement. Je me permets quand même de signaler les livres, comme Polo Tonka, Dialogue avec moi-même, un schizophrène témoigne. Quelqu'un que je n'ai pas soigné elle-même, et qui, voyant le livre, m'a confié ce document, Agathe Le Noël, Qui suis-je quand je ne suis pas moi? Une bipolaire témoigne. C'est quand même une sacrée bonne question. Qui est-on quand on est soi? Bon, la réponse, c'est le miroir grossissant, c'est les maladies mentales, parce que nous savons tous que quand on est sous la proie des émotions, il n'y a qu'à voir la campagne électorale, eh bien là, c'est beaucoup plus le niveau de sérotonine qui va jouer que la logique, et que les gens vont croire quoi? Ce qui les arrange, et pas du tout. C'est très difficile d'être dans une logique. Bon. Et Voyage jusqu'au bout de la vie, comment j'ai vaincu l'anorexie, Nicole Desportes, sous son nom, voilà, quelqu'un qui a une anorexie gravissime, 8 ans d'hospitalisation, pendant 15 ans de suivi, bon, et qui maintenant n'a plus de signes d'anorexie, mais qui peut avoir eu des comportements, ou aussi qu'on pourrait dire des traits psychotiques. Est-ce qu'il faut garder ce terme de psychotique? On s'est débarrassé de la névrose, il faut le garder comme un modèle historique, mais il faut qu'on trouve qu'un autre terme que psychose, pour parler de décrochage important avec la réalité, et je pense que tous ces cas en témoignent, et quant à moi, j'ai essayé de remettre tout ça dans un livre, Quand nos émotions nous rendent fous, un nouveau regard sur les folies humaines, parce que les folies les plus dangereuses, ce n'est pas les patients qui les commettent, c'est les folies que des gens qui se croient sains sont capables de faire dès qu'ils sont sous l'emprise des émotions, dont ils ne voient pas qu'elles obturent, qu'elles pervertissent, je dirais, leur capacité réflexive. On en a des exemples assez vivants et assez inquiétants pour l'avenir, et ça, il y a une réflexion commune, à mon avis, à faire.